C'est bien. C'est tombé en un quart d'heure. Bon, et ben, bonsoir à tous. Bon, on est au cœur du mois de janvier, donc c'est sûr, là c'est un vrai hiver, on se les gèle, mais comme on l'a dit, on va aller se réchauffer, si ce n'est plus, à la surface de Mercure et de Vénus. Alors, Mercure et Vénus, bon là ce soir, je ne vais pas vous parler d'une planète, mais deux. Hein. Vous en avez deux pour le prix d'une. Alors, elles sont certes moins médiatiques que la planète Mars. Hein. Mars, c'est une planète qui fait beaucoup rêver, hein. C'est la future étape de l'exploration humaine. Cependant, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à dire sur ces deux-là, et pas mal de choses, on va dire spectaculaires. Certaines révélations. Alors, Mercure et Vénus, bon, l'intérêt de parler des deux en même temps, c'est qu'il y a pas mal de caractéristiques communes qu'on va aborder ici, mais aussi de très très grosses différences. Hein. Ça, on va le voir. Alors en fait, ça va se découper en 4 temps. Alors d'abord, les connaissances depuis l'Antiquité, ce sont des planètes visibles à l'œil nu. Donc logiquement, on les connaît depuis très longtemps. Surchauffées par le Soleil, mais on va voir que derrière le cagnard, on va essayer d'aller voir s'il y a des coins où la vie pourrait se réfugier, si c'est le cas. Ensuite, troisième point, des planètes au mouvement étrange. Ça aussi, ça fait partie de leurs caractéristiques intéressantes. On va aller explorer ça. Ce sont deux planètes qui font les choses bizarrement par rapport aux autres. Et puis pour finir, découverte et exploration. Pour voir comment on a acquis les connaissances qu'on a sur ces deux planètes. Alors d'abord, on va commencer par se placer. Donc, notre système solaire a 8 planètes. Donc Mercure et Vénus, bon, bah ça, vous savez tous, ce sont les deux premières. Voilà. Tout simplement. Alors pour faire un rappel, 2 catégories de planètes. Les planètes rocheuses, donc qui sont faites de roches, hein, il y a un sol, elles sont petites et proches du Soleil. De l'autre côté, les géantes gazeuses, qui sont faites de gaz principalement, qui sont grosses et très éloignées du Soleil. Alors, si on veut bien différencier les deux types, en gros les géantes gazeuses, elles sont faites principalement de gaz, comme l'hydrogène, l'hélium, le méthane. Alors, on dit gazeuse, mais le gaz qui est à l'intérieur, majoritairement, il n'est pas à l'état gazeux. Il est à l'état liquide, voire solide. Oui, du gaz solide, ça sonne un peu bizarre, mais c'est le cas dans ces énormes planètes. Bon, et de l'autre côté, les rocheuses, bah, elles sont faites principalement de roches, donc des métaux qui peuvent être oxydés avec d'autres éléments. Enfin, oxydés, c'est avec l'oxygène, elles peuvent être combinés à autre chose. Mais bon, ça c'est du gazeux, enfin c'est fait de gaz, là c'est dur, et Mercure et Vénus, elles sont là-dedans. Donc, ici, les petites planètes, ça c'est pour vous mettre le contexte de la taille. Voyez comme on est petit, surtout Mercure, hein, minuscule. Après on peut zoomer pour voir plus près. Hein. Il y a quand même un gap de différence. Mais je vais vous mettre tout ça à côté du Soleil. Voilà. À côté du Soleil, c'est quand même pas grand-chose. Alors après, on peut aussi situer les distances. Là, vous voyez, les grandes orbites, ce sont celles des géantes gazeuses, hein, des planètes très éloignées et très espacées. Et puis les rocheuses, c'est tout au centre. Donc en fait, nous les rocheuses, on est vraiment près du Soleil. On ressent sa chaleur. Les gazeuses, c'est pas le cas. Alors justement, parlons des distances. Alors pour commencer, on rappelle la Terre, environ 150 millions de kilomètres du Soleil. Mercure, on est à 58 millions, j'arrondis. Vénus, 108 millions. Mars, en moyenne, on est à 230 millions environ. Alors notez un truc intéressant. Mars, on parle beaucoup d'elle, on pense beaucoup à elle pour l'exploration. Ça n'est pas du tout la voisine la plus proche. La voisine la plus proche, c'est Vénus, qui est quasiment 2 fois plus près de nous. D'ailleurs, ça a un impact sur les temps de voyage. Quand on envoie une sonde, il faut 6 mois pour rejoindre Mars, mais seulement 4, j'ai envie de dire, pour rejoindre Vénus. Donc la proche voisine, c'est elle. Ça explique pourquoi aussi elle est très brillante dans le ciel, quand elle se rapproche de nous. Alors, la révolution, le temps qu'elle met pour faire un tour du Soleil, c'est 88 jours sur Mercure, ce qui correspond à 3 mois sur Terre, et 7 mois et demi, oui, 225 jours sur Vénus, qui correspond à 7 mois et demi. Donc ça, c'est pour les temps de révolution. Alors la rotation, là je vous montre, donc c'est schématique, mais les temps sont à l'échelle.
Donc, ces deux planètes, par rapport aux autres du système solaire, tournent très lentement. D'ailleurs, remarquez, Vénus, elle, tourne à l'envers par rapport aux autres. Ça, c'est un cas presque unique dans le système solaire, de tourner en sens inverse. Alors, pour rappel, la Terre, c'est 24 heures, le temps de rotation. J'arrondis. Mercure, on est à 59 jours, donc 2 mois. Vénus, 243 jours, soit 8 mois. Alors, j'ai mis un moins pour signifier que ça tourne en sens inverse. Ça, c'est l'astuce. Alors, l'inclinaison de l'axe de rotation, la Terre, comme on le sait, on est à 23,4 degrés. Alors, Mercure, on est à 0,04. Autrement dit, il n'y a quasiment pas d'inclinaison. Elle est droite. Alors, Vénus, c'est encore plus bizarre. Elle est inclinée à 117,4 degrés. Alors, est-ce que ça veut dire que durant son histoire, son axe de rotation s'est retourné? Non, c'est une façon pour les astronomes de dire qu'elle tourne en sens inverse. Si on ne tient pas compte de cette histoire de sens inverse, en fait, elle est juste inclinée à 2,6 degrés. Donc, elle aussi, une faible inclinaison, comparée à la Terre. Alors, il y a un autre cas intéressant dans le système solaire. C'est Uranus, elle est inclinée à 97,8 degrés. Alors, si elle était encore plus inclinée, elle tournera à l'envers. Et bien sûr, si on enlève cette histoire de rotation inversée, en fait, c'est 82,2 degrés, en partant d'ici. Comme ça. Et c'est la seule planète qui tourne comme ceci, c'est-à-dire couchée. Alors, une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ces deux planètes n'ont pas de lune? Dans le système solaire, toutes les planètes ont des lunes, sauf elle. D'ailleurs, on va faire un récapitulatif. La Terre, une lune, Mars, 2, Jupiter, 95, Saturne, alors 144, mais ça serait 145 aux dernières nouvelles, Uranus, 27, Neptune, 14. Alors oui, là au tableau c'est très impressionnant parce qu'il y a plein de petits points de taille égale, mais si on affiche tout ça en respectant la taille des lunes, en fait ça donne ça. Voilà. On voit que Jupiter n'a que 4 grosses lunes, Saturne 7, Uranus 5, et Neptune qu'un seul. Donc ça relativise. Alors pourquoi Mercure et Vénus, pas de lune? Alors l'explication qui est privilégiée, c'est que lorsqu'on est tout près du Soleil, la gravité y est plus forte. Et cette gravité est suffisamment forte pour séparer une lune de sa planète. Ça crée une séparation, cette force prend le dessus. Donc on a une limite, alors elle s'affiche, voilà, une limite à l'intérieur de laquelle la gravité du Soleil sépare les lunes de leur planète. Alors, ça marche très bien pour Mercure, hein, qui est une petite planète avec une faible gravité. Concernant Vénus, qui est quand même une planète aussi grosse que la nôtre, presque, avec une forte gravité, elle pourrait retenir une lune. Alors pourquoi elle n'en a pas? Tout simplement parce qu'elle n'a pas eu de chance. De la même manière que la Terre a eu de la chance d'en avoir une. Nous, on a une lune assez grosse par rapport à la taille de notre planète. Alors, on passe à autre chose là. Un des faits les plus intéressants, c'est que ces deux planètes ne sont visibles que soit dans le ciel du matin, soit dans le ciel du soir, et jamais au milieu de la nuit. Comment ça se fait, ça? Alors, il faut se replacer par rapport au Soleil. Alors, le souci de Mercure et Vénus, c'est que par rapport à nous, elles sont devant. Elles sont côté jour, côté Soleil. Si vous regardez toutes les autres planètes, donc Mars et les autres plus éloignés, elles sont du côté nuit. Donc elles, la plage d'observation pour les regarder, c'est durant toute la nuit. Donc c'est très facile de les observer. Les deux autres, elles sont côté jour. Si on veut les voir, il faut regarder côté nuit, donc les bordures. Alors Vénus, ça va, il y a quand même une belle bordure où on peut l'observer. Mercure, c'est plus compliqué, c'est plus fin. Alors maintenant, essayons de nous placer en condition d'observation. Donc il faut attendre qu'elles soient en dehors de cette zone. Alors là, on les met bien au bord, donc c'est là où elles sont le plus facilement observables. Donc là, nous, on est ici, on attend qu'il fasse nuit. Voilà, il fait nuit. La lumière de Mercure nous atteint, on peut la voir. Celle de Vénus aussi, on voit les deux. Alors on va s'enfoncer un peu plus dans la nuit. Alors là, la lumière de Mercure, elle ne nous atteint plus. Elle est passée derrière l'horizon, on ne peut plus la voir. Vénus, elle, on peut encore l'observer. Et si on s'enfonce encore plus dans la nuit, alors là, la lumière de Vénus ne nous atteint plus. Elle est passée derrière l'horizon. Ça marche pour le soir, ça marche
pour le matin. Alors au final, là vous avez un cône noir, c'est la zone de la nuit où il est impossible de voir Vénus, et un cône noir encore plus grand, zone de la nuit où il est impossible de voir Mercure. Alors si on regarde ça depuis le sol, voilà, donc là, le soleil se couche, le ciel devient plus sombre, et ça y est, Mercure et Vénus apparaissent. Ouais. Alors Mercure, c'est bien on la voit, mais en fait on ne va pas en profiter longtemps, environ une dizaine de minutes, parce que vu que la Terre continue de tourner, eh bien aussitôt qu'elle est apparue, elle disparaît aussitôt. Alors Vénus, elle, quand elle est au plus haut, on peut en profiter quelques heures encore. Donc ça c'est pour le soir. Ça marche de la même manière le matin. Donc on voit Vénus se lever, on peut l'observer assez longtemps. Ensuite, Mercure, mais Mercure aussitôt apparu, aussitôt disparu, parce que le Soleil vient nous éblouir. C'est pour ça que Mercure est très difficile à observer, à cause de sa grande proximité au Soleil. La voir à l'œil nu, c'est pas évident, il faut avoir de la chance. En ce qui me concerne, je l'ai vu qu'une fois dans ma vie. C'était dans le Languedoc, au bord de la mer, il y avait un ciel particulièrement dégagé à l'horizon et on la voyait dépasser, elle était à peine visible. Je sais pas, qui a eu la chance de voir Mercure ici, de ses propres yeux? 1, 2, 3, au moins une fois, au moins 3 fois. Ah, il y en a 2, voilà. Pas beaucoup. Hein. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà vu au télescope? Oui. Oui, quand même. Ouais. Il y a les meilleurs là. On a vu en pensant. Bon, on peut voir ces planètes autrement, sans attendre le coucher ou le lever du soleil, mais là, il faut être encore plus patient, les chanceux, c'est lors d'une éclipse. Donc la photo d'une éclipse, où on peut voir ces deux planètes en même temps. Donc là, une photo où ça a été... elles sont marquées, donc ici Vénus, qu'on voit bien, Mercure, qu'on voit moins bien, mais ça on va expliquer pourquoi. Ça c'est l'intérêt des éclipses. Une autre manière de les voir, c'est lors de ce qu'on appelle les transits. Donc quand les planètes passent devant le Soleil par rapport à nous. Alors en fait ça ne se produit pas de manière systématique, puisque la plupart du temps elles passent soit au-dessus, soit en dessous. C'est parce que les orbites ne sont pas parfaitement alignées. Ça aussi on va en parler. Alors Mercure, ça arrive en moyenne tous les 7 ans. En moyenne. Donc Mercure, la dernière fois c'était en 2019. La prochaine fois ça aura lieu en 2032. Donc quand je dis 7 ans, c'est vraiment une moyenne. Ça peut se décaler. Alors, Vénus, il faut avoir encore plus de chance. Vénus, c'est un cycle qui a lieu, qui se succède tous les 120 ans. Et à chaque fois c'est par paire. Des paires séparées de 8 ans. Donc la dernière fois, ça a eu lieu en 2004 et en 2012, cette paire. Donc ça veut dire que nous tous ici, y compris les plus jeunes, on n'aura pas la chance de le revoir. Il ne fallait pas le louper la dernière fois. Ça c'est compliqué. Ouais, le club on en a. Ça a été vécu. Alors, sinon, en plein jour, on peut observer Vénus. Alors, on peut l'observer en pleine journée, mais dans certaines conditions. Alors là, c'est une amie qui a fait une photo de chez elle. Alors, elle habite dans les Alpes à 1700 mètres. Et en fait, ça joue. Quand vous êtes au bord de la mer, on ne peut pas la voir parce que la couche d'air qu'on a au-dessus de la tête est très épaisse. Donc, c'est opaque, on ne voit pas. À 1700 mètres, la couche d'air est moins épaisse, donc l'air est plus transparent. Et là, on peut la voir. J'ai eu la chance d'aller chez elle et j'ai pu voir Vénus en plein jour. C'est assez bluffant. Mais à plus basse altitude, non, c'est pas possible. Ou alors, il faut avoir beaucoup de chance. Je ne sais pas. Il faudrait des experts en météo là pour parler de ça. Alors sinon, au final, si Vénus, on arrive à la voir en pleine journée, comme je vous l'ai montré, c'est parce qu'elle est bien plus brillante que Mercure. Elle a un albédo de 0,77, tandis que Mercure en a un de 0,09. Tout le monde sait ce que c'est qu'un albédo? Non. Non, mais ça tombe bien, non, mais je suis là pour l'expliquer, justement. Alors la Terre, sur 100% de rayons de soleil qu'elle reçoit, elle en reflète 35%, donc un albédo de 0,35. Vénus, elle en reflète 77%, donc un albédo de 0,77. Et Mercure, elle en reflète seulement 9%, donc un albédo de 0,09. Mercure est vraiment un objet peu brillant, elle a une surface très sombre, donc c'est ça qui la rend aussi difficilement visible. Et d'ailleurs, elle ressemble pas mal à la Lune. Sombre, grisâtre et plein de cratères. Alors, on va passer à un autre chapitre. Donc, les connaissances
depuis l'Antiquité. On va balayer tout ça. Alors, évidemment, elles étaient connues depuis ce temps-là, puisqu'elles sont visibles dans le ciel à l'œil nu. Et ce qui est intéressant de se rappeler, c'est comment on voyait le monde, l'univers à l'époque. Alors, donc on connaissait que les planètes visibles à l'œil nu. Elles étaient au nombre de 5. Alors, en ajoutant la Lune, bien sûr. Alors, le mot planète vient du grec ancien planétès, qui signifie astre errant, ou en mouvement. Et donc, les hommes, en fait, ont tout simplement remarqué que ça bougeait par rapport aux autres. Donc, voilà pourquoi elles sont rentrées dans cette catégorie. Et ils ont également remarqué que leur mouvement n'était pas parfait dans le ciel, ça pouvait faire des va-et-vient. Donc, ils ont également compris, ce qui est intéressant, enfin ils ont déduit, ça a été leur intuition, que les objets qui se déplacent le plus lentement sont ceux qui sont les plus lointains. Du coup, ça a développé ce modèle, donc le modèle d'Aristote. Donc un univers où la Terre est au centre, et avec le monde infralunaire, où tout est mortel, périssable, et pas parfait, et au-delà le monde supralunaire, où tout est immortel, parfait et immuable. Je crois que je fais un pléonasme là, avec immortel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on voyait l'univers à l'époque. Alors, concernant le nom des planètes, ça fait référence à un dieu. Chez les Grecs, c'était Hermès. Alors Hermès, messager des dieux, non pas de la mode, mais juste des dieux. Messager des dieux parce que son déplacement rapide dans le ciel évoquait celui d'un messager. C'était également la même chose chez les Romains, le dieu Mercure, donc messager des dieux, mais également, et c'est ce que j'ai noté là, protecteur des commerçants, des médecins et des voleurs. Et des menteurs. Oui, et des voleurs. Alors, on protégeait à la fois les commerçants et les voleurs. Il y en a un qui est pris pour pas être volé, l'autre qui est pris pour pouvoir trouver la bonne poire. Bon. C'est un pléonasme. Un droit. Oui, ça dépend comment on voit les commerçants. Ça peut être les mêmes. Alors ensuite, alors les divinités chez Vénus, c'est intéressant. Chez les Égyptiens, il y en avait 2. Pourquoi 2? Parce qu'ils n'avaient pas calculé à l'époque que la Vénus du matin et celle du soir, c'était le même objet. Donc il y avait un dieu pour la Vénus du matin et un pour la Vénus du soir. Alors les Grecs ont fait la même chose au début. Donc Eosphoros, la Vénus du matin, donc c'est celui qui... En fait pour eux, Vénus, c'était un dieu qui portait la torche pour allumer le soleil, qui allait briller toute la journée. Puis ensuite, vous avez celui du soir, Hespéros, qui l'éteignait. Voilà, c'était ça leur idée. Et plus tard, ils auront compris que c'était un seul dieu, enfin pardon, une seule planète, qui est devenue Aphrodite. Si je ne me trompe pas. Alors, même chose chez les Chinois. Eux, 2 dieux différents pour Vénus. Donc, celle du matin, donc la lueur de l'aube, quelque chose comme ça. Puis celle du soir, la grandeur de l'ouest, parce qu'elle se couche à l'ouest. Alors les Mayas étaient connus pour être de très bons astronomes, donc ils avaient compris que c'était qu'une seule planète. Donc qu'un seul dieu. Ils savaient déjà prédire les mouvements des planètes et des éclipses avec une très bonne précision. Alors on en vient aux Romains, qui ont hérité de la version grecque. Donc Vénus, qui fait référence, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Pourquoi ça? Parce que les Romains trouvaient l'éclat blanc de Vénus très joli. Pour eux, c'était quelque chose de chatoyant. Bon, à l'époque, bien sûr, ils ne se doutaient pas des conditions infernales qui y régnaient. Ils auraient sans doute choisi un autre nom. Alors on fait un bond dans le temps, de plus de 1000 ans. Donc là, la Renaissance avec la révolution copernicienne. Donc là, les connaissances vont vraiment progresser. Alors Galilée, le premier à pointer un télescope dans le ciel, donc on le connaît pour avoir trouvé les lunes de Jupiter, observer la nœud de Saturne, même s'il n'a pas tout de suite compris ce que c'était. Et aussi, il a défendu l'idée que la Terre n'est pas le centre de l'univers, mais que c'est le Soleil qui est au centre du système solaire, pas de l'univers. Donc ça, il le défendait également. Alors, il a également pointé son télescope vers Vénus, et voilà ce qu'il a vu, des phases. Une phase qu'on voit très bien au télescope. Pour lui, c'était une preuve de plus que c'est pas autour de la Terre que ça tourne, mais autour du Soleil, si on la voit comme ça. Alors, il va également essayer de pointer Mercure, mais il ne verra pas grand-chose. En fait, au début de l'observation astronomique, on pouvait encore arriver à détailler la surface de la Lune, parce qu'elle est très proche, mais les autres planètes, on ne va pas en voir grand-chose. Elles sont quand même très éloignées, et donc on va juste deviner de grands ensembles, encore les nuages de Jupiter, mais pas plus. On ne va pas savoir grand-chose sur ces planètes pendant des siècles. En fait, le problème, je vous parle de Mercure ou de Vénus,
Par exemple, Mercure, elle est petite, elle est très éloignée. Quand le Soleil se couche, le soir, elle est très près du Soleil, donc elle est noyée par la lumière, elle est basse à l'horizon, donc elle subit des turbulences. Donc c'est impossible en fait d'en voir grand-chose, quoi, avec les moyens de l'époque. Impossible. Tant qu'à Vénus, rien à voir non plus, parce qu'elle a une atmosphère très épaisse et brumeuse. Donc on ne voit pas la surface. Alors cependant, il y a quand même des astronomes qui vont essayer de la cartographier, comme Bianchini. Il va faire le premier atlas de Vénus. Alors atlas qui en fait raconte pas grand-chose, puisqu'il n'a ici que de décrire ce qu'étaient des illusions d'optique. Donc pas très probant. Alors cependant, d'autres astronomes vont réussir à voir que Vénus a une atmosphère. Là, c'est la première fois qu'on prouvait qu'il pouvait y avoir une atmosphère sur notre planète. Et qui dit atmosphère dit air. Alors, Schiaparelli, alors lui, c'est un Italien, un astronome italien un peu spécial, puisqu'il a vu et observé beaucoup de choses qui en fait n'existaient pas. Bon, il va essayer de s'intéresser à Mercure. Alors, il va déduire qu'elle tourne autour du Soleil en 88 jours. Enfin, pardon, qu'elle tourne sur elle-même en 88 jours, ce qui correspond en effet à sa révolution, donc il va dire qu'elle est synchrone. Bon, en fait, c'est juste, vu qu'il n'a pas vu grand-chose, c'est de l'intuition qu'il a eu plutôt, mais il s'est trompé. Et pareil avec Vénus, il va considérer qu'elle tourne sur elle-même en 225 jours, et donc qu'elle aussi, elle est en rotation synchrone. Mais là aussi, c'était plus une intuition, il ne l'a pas correctement observé. Alors après, d'autres tentatives de cartographie, comme cet astronome, il a essayé de faire un premier atlas de Mercure, mais là aussi pas très probant, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile d'observer Mercure. Alors au final, à l'époque, vu la difficulté d'observation, qu'est-ce qu'on imaginait de ces mondes? Alors Mercure, vu qu'elle est petite, proche du Soleil, on s'imaginait qu'elle n'avait pas d'atmosphère, à cause du vent solaire, et on s'imaginait aussi qu'elle devait être très chaude, brûlante, avec une face cramée et une face plus froide. On devait se dire que ça devait être à peu près comme la Lune. Vénus, c'est autre chose. Elle se trouve dans la zone habitable, et donc certains imaginaient que sous ces épais nuages, il devait y avoir une jungle, chaude et humide. Donc on imaginait ce genre de choses sur Vénus à l'époque, les plus optimistes. Cependant, à partir des années 60, là on va enfin avoir un progrès de la connaissance, d'abord avec la radioastronomie. Donc on envoie des ondes radars sur la planète, et grâce à ça on va déjà déduire deux choses. Le temps de rotation, c'est là où on découvre de manière assez surprenante que Vénus tourne en sens inverse, et aussi avoir quelques idées sur le relief. Alors, bon, l'exploration et découverte, on reprendra plus tard avec les sondes. Donc, d'abord faire un peu plus les caractéristiques des deux planètes, donc Mercure, température moyenne, 167 degrés, c'est normal, on est près du Soleil. Côté jour, on peut monter jusqu'à 427. Bon, côté nuit, vu que les nuits sont très longues, il peut faire froid, moins 173 degrés. Alors si on regarde de plus près, donc c'est comme la Lune, tout gris, plein de cratères, pas d'air, pas d'atmosphère, donc pas un ciel bleu, un ciel noir. Et géologiquement parlant, c'est un astre mort, pas de volcanisme, ou du moins on n'en a pas décelé. S'il y en a, c'est très peu. Très peu. En tout cas, pas de quoi modifier la surface de Mercure, de manière régulière. Non, plus du tout. Alors si on regarde la taille, Mercure c'est la plus petite des 8 planètes. 4880 km de diamètre. Comparé à la Terre, elle est 3 fois plus petite quasiment. Donc ça c'est le rappel de la taille. Vénus est à peine plus petite que la Terre, 12 100. Et pour rappel, Mars, on est à 6800. Alors tout ça on peut comparer à la Lune, qui ressemble à Mercure. C'est quand même plus gros. On peut comparer à deux lunes du système solaire. Titan, autour de Saturne, qui mesure, pour rappel, j'ai la taille là, plus de 5100 km de diamètre. Ganymède, 5200. Donc des lunes très grosses, plus grosses que Mercure. Si elles ne tournaient pas autour de leur planète, elles seraient considérées comme des planètes, tellement qu'elles sont grosses. Alors si on s'intéresse à ce qu'il y a dedans, la composition, donc on la déshabille. Alors la croûte rocheuse, un manteau rocheux, et enfin au centre, un noyau métallique. Chaud, mais pas liquide a priori. Alors ce noyau il est intéressant,
car il est assez gros et alourdit sa planète. Il faut le comparer avec celui de la Terre. Vous voyez, par rapport à nous, il est quand même très très gros. C'est un noyau énorme. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre parce que par rapport au modèle de formation des planètes, on considère que c'est pas normal qu'il soit aussi gros. Alors pour ça, il y a une hypothèse. Lorsqu'elle était jeune, Mercure avait un manteau épais. Elle s'est faite percuter par une planète plus petite qui aurait arraché la partie supérieure de son manteau. Une grosse partie est partie dans l'espace, et il reste que ceci. Donc, du coup, on a une planète avec un noyau énorme. Alors, cela fait que Mercure est très riche en fer et ça a un impact sur la densité. La densité, c'est le poids moyen de la planète, la masse moyenne. Donc par exemple, là, on va tout rapporter à 1 litre. Donc par exemple, 1 litre de terre, ça pèse en moyenne 5,5 kg. Alors plus une planète est petite, plus sa gravité est faible et donc moins elle est comprimée. Vénus, c'est plus léger, 5,24. Mars, encore plus petite, 3,94. Et Mercure, eh bien, c'est assez proche de la Terre. Ça, c'est dû à son gros noyau métallique, qui l'alourdit. Et ça a un impact sur la gravité d'ailleurs. Alors d'abord, justement, comparons avec nos lunes géantes, Titan et Ganymède, qui sont plus grosses que Mercure, vu qu'elles ne sont pas faites principalement de fer mais de glace, c'est pas la même densité. Titan est à 1,88 et Ganymède à 1,94. Il faut savoir que les deux là, bien qu'elles soient plus grosses, les deux réunies ne sont pas plus lourdes que Mercure sur la balance. Ce sont des objets légers. Alors justement, par rapport à la gravité, faisons une comparaison. Alors oui, un rappel. On dit que l'accélération est de certains chiffres par mètre, enfin certains mètres par seconde carré. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est la distance en plus qu'on parcourt chaque seconde. C'est une accélération, et en fait ça veut dire que sur Terre, quand un objet tombe, il accélère de 35 km/h chaque seconde. La première seconde, il va à 35, la deuxième 70, la troisième 105, la quatrième à 140, et ainsi de suite. Sur Mercure, on est à 3,70, donc c'est 13 km/h d'accélération chaque seconde. Alors Mercure c'est intéressant parce que même si elle est bien plus petite que Mars, la gravité y est exactement la même, quasiment. Ça c'est grâce à son noyau ferreux qui l'alourdit, il augmente sa gravité. On compare Ganymède, qui est plus grosse, gravité 2 fois plus faible, 2 fois et demi plus faible, la même que sur la Lune. Visuellement ça donne ça. Et si on fait sauter un astronaute, sur Terre vous connaissez, sur Mercure, ça donnerait la même chose sur Mars, Ganymède, la même chose que sur la Lune. Ce serait intéressant de faire des Jeux Olympiques sur Ganymède, les épreuves seraient les plus spectaculaires. Alors, retenez que qui dit taille égale ne veut pas dire masse égale et donc gravité égale, bien que Ganymède soit plus grosse. La composition, ça joue beaucoup. Alors, on a déjà pas mal dit de choses sur Mercure au niveau des caractéristiques. Intéressons-nous à Vénus. Alors Vénus, ça, c'est les images populaires qu'on a d'elle, mais en fait, ça, c'est une vision dans l'ultraviolet. En vrai, avec nos propres yeux, on la verrait comme ça. Donc quelque chose de plutôt flou, sans de grosses caractéristiques. Alors justement, intéressons-nous à l'atmosphère de Vénus, parce que c'est vraiment ça qui la caractérise. Allons à l'intérieur. Alors Vénus a une atmosphère bien plus importante que la nôtre. Elle contient beaucoup plus d'air, et cela a un impact sur la pression au sol. Pour comparer, la Terre, on a une pression de 1015 hectopascales, ce qui veut dire 1015 grammes au centimètre carré, ou si vous préférez 1 kg de pression. Alors Vénus, elle a une atmosphère 100 fois plus dense que la nôtre, donc 100 fois plus lourde. Donc on a une pression de 930 000 hectopascales, ou si vous voulez, presque 1 tonne par centimètre carré. C'est quasiment la même pression que dans les océans à 1 km de profondeur. Donc c'est une pression écrasante. Alors si on regarde le reste, la composition de l'air, sur Terre on a 78% d'azote, de l'oxygène 21%. Sur Vénus, surtout du CO2, 96,5%, l'azote c'est 3,5%. Alors sur Terre le CO2 c'est 0,04%. Et ça augmente. Alors là ce qui est intéressant, c'est l'impact que peut avoir le CO2. Sur Terre il est indispensable le CO2, car sans lui, il ne ferait pas 15 degrés, mais moins 17 en moyenne. Donc il nous réchauffe, il est important, le CO2, pour nous réchauffer. Alors là, vous voyez, c'est juste avec 0,04. Là, on est sur Vénus.
un air 100 fois plus dense fait quasiment à 100% de CO2, et ben ça a un sacré impact sur la température. Mais combien en fait? Alors Vénus, on le rappelle, elle est dans la zone habitable, on se limite, mais elle est dedans. Il devrait faire en moyenne 29 degrés. C'est ce qu'on devrait avoir. Mais avec tout le CO2 qu'elle contient, il y a un super effet de serre qui retient quasiment toute la chaleur du Soleil. Et résultat, il fait en moyenne 464 degrés. C'est 2 fois plus chaud que dans un four. Alors si on va dans les extrêmes, 490 le jour, 446 degrés la nuit. Sur Terre, les extrêmes, on peut monter à 58 dans les déserts, moins 92 en Antarctique. Enfin, on voit que les écarts sont moins importants sur Vénus. C'est parce que vu que l'atmosphère est plus épaisse, la chaleur est mieux répartie. Disons que la nuit, l'air met plus de temps à refroidir, vu qu'il est plus épais. Ça veut dire ça. Donc là, je rappelle les écarts entre le jour et la nuit. Alors, autre chose, les nuages, sur Terre, ils évoluent en dessous de 10 km. Sur Vénus, ils évoluent assez haut. Donc nous, c'est principalement de la vapeur d'eau, non, de l'eau sous forme de gouttelettes. Sur Vénus, c'est principalement des nuages faits d'acide sulfurique. Et on est en train de développer un portrait assez infernal de Vénus. Et si on va à la surface, ben voilà ce que ça rend. Donc à la surface de Vénus, vraiment des conditions infernales. La chaleur, c'est le double de celle d'un four. Assez chaud pour faire fondre du plomb. D'ailleurs, l'air est tellement dense, quand vous faites ça avec votre main, ça a la même densité que l'eau quasiment. Alors c'est pas un liquide, mais c'est de l'air tellement comprimé que ça résiste comme de l'eau. Alors il fait tellement chaud que la nuit, les roches sont rougeoyantes, comme les résistances d'un four. Donc au final, cette planète, c'est littéralement la définition de l'enfer. À un point que ici le soleil est gaucher. Il se lève à l'ouest, et donc logiquement, il se couche à l'est. Donc vraiment une planète infernale. En tout cas en surface. On peut trouver des conditions plus clémentes en altitude, à 50 km, donc là où se trouvent les nuages. Alors ici, même pression que sur Terre, 1000 hectopascales. Température, presque confortable, j'ai envie de dire, un petit 70 degrés. Ça reste clément. Alors les nuages, ils peuvent donner de la pluie. Alors quand je dis de la pluie d'acide sulfurique. Donc il ne faut pas prendre sa douche écossaise avec soi. Alors les orages, ça donne des éclairs de couleur rouge à cause de la composition de l'atmosphère, c'est à cause du CO2 qui sont rouges. Alors la pluie, là aussi c'est un côté un peu satanique, elle ne va pas atteindre le sol. En descendant dans les couches plus denses, cette pluie va de nouveau se transformer en vapeur et remonter dans les nuages pour les alimenter. Ça ne touche pas le sol, l'air en bas est trop dense et trop chaud. Alors l'atmosphère de Vénus, elle tourne assez vite sur elle-même, enfin surtout en altitude, pas vraiment au niveau du sol. En altitude, ça tourne vite, et elle met 4 à 5 jours pour faire un tour complet de la planète. Ça souffle à 300 km/h là-haut, là où je vous ai montré au niveau des nuages. Au niveau du sol, c'est bien plus calme. Alors toujours avec cette atmosphère, sur les pôles, là au pôle sud, on a repéré ça, un double vortex. Ou autrement dit, 2 cyclones qui se tournent autour. Bon, ça c'est une simulation, la vraie image c'est ça. Et oui, ça c'est un truc assez unique dans le système solaire. 2 cyclones qui tournent l'un autour de l'autre. Alors la gravité. Alors Vénus a une gravité seulement 10% plus faible que celle de la Terre, c'est normal, elle est à peine plus petite. Donc ça ne change pas grand-chose. Si on se balade dessus, je pense qu'un astronaute ne sentirait pas la différence. Bon, après, l'expérience ne ressemblerait pas à ça, parce que vu les conditions, tout serait réduit en bouillie à cause de la pression et de la chaleur. Alors, vous ne pouvez pas cramer sur Vénus. Il n'y a pas d'oxygène pour qu'il y ait une combustion. En revanche, avec la chaleur, certains de vos composants peuvent être transformés en gaz ou en liquide. Ça dépend des préférences. Quoi qu'il en soit, envoyer un astronaute à la surface, ça paraît impossible. Et encore moins une pomme. Et on va voir comment ils ont fait les Russes pour aller dessus. Alors, un petit atlas vénusien. Donc ça, c'est une carte qui a été faite par la sonde Magellan, qui a réussi à transpercer les nuages avec un radar pour faire une carte. Bon, cette carte complète, elle ne dit pas grand-chose. Là, on y voit mieux avec des couleurs. Donc les couleurs, plus on va vers le rose, et plus c'est haut. Plus on va vers le bleu, et plus c'est bas.
Alors Vénus est fait à 70% de plaines, des plaines qui correspondraient chez nous sur Terre aux océans, plaines océaniques, et 15% de continents, de zones de relief, ou des reliefs comme ceci, hein, on en a vu plein. Bon, les images que je vous montre, ce sont les images radar qui ont été reconstituées en 3D et colorisées pour être proches de la couleur dont on imagine la surface. Qu'on imagine à la surface. Ce ne sont pas des images réelles, hein, ça faut le préciser. Alors, si on recherche quelques éléments remarquables à la surface, le plus haut sommet de Vénus, c'est lui, le Skadimos, 10 200 mètres. Alors, par rapport au point le plus bas, bien sûr, il n'y a pas de niveau de la mer hein, sur Vénus. Alors, vu qu'on est très haut en altitude, il fait beaucoup moins chaud là-haut. Hein. Un frisqué 380 degrés. Voilà. Mais ça reste 100 degrés de moins que dans les plaines. Hein. Ça reste encore très chaud. Hein. L'atmosphère est tellement dense. Alors, un autre sommet, qui va s'afficher, Mount Mons, 8000 mètres, c'est le plus haut volcan de Vénus. Alors, Vénus a pas mal de volcans qui sont plus nombreux que chez nous et qui seraient actifs. Enfin, seraient. On a confirmé par l'observation qu'ils étaient actifs. Alors, si on regarde en dessous, la composition, alors d'abord, on enlève son épaisse atmosphère, on s'en paie une tranche. Donc, on a d'abord une croûte rocheuse, en dessous, un manteau rocheux, c'est comme sur Terre, et un noyau métallique, liquide, surface, solide, en profondeur. C'est comme sur la Terre. Alors, Vénus a un souci, contrairement à la Terre, elle n'a pas de tectonique des plaques. Sa croûte n'est pas cassée en morceaux. C'est une croûte entièrement soudée sur sa surface, et ça, c'est un souci. La Terre, grâce à la tectonique, elle évacue en permanence sa chaleur, que ce soit au niveau des endroits où les plaques s'écartent, la chaleur s'évacue, ou au niveau des endroits où elle se rencontre, la croûte fond, ça remonte en surface. C'est un système d'évacuation de la chaleur, d'évacuation permanente. Sur Vénus, il n'y a pas ce système. Du coup, pendant des centaines de millions d'années, la chaleur s'accumule dans le manteau, elle s'accumule, jusqu'à un moment où c'est toute la surface, toute la croûte qui rentre en fusion, et qui se recouvre de volcans et de magma. Et ça, c'est un cycle. Bon, là, Vénus évacue sa chaleur grâce au volcan, donc le manteau se refroidit, et ça, c'est un cycle qui se répète environ tous les 300 à 600 millions d'années. Et le dernier aurait eu lieu il y a 450. Donc ça pourrait revenir assez vite. Et en fait, oui, c'est ça le souci de Vénus, c'est que pendant des millions d'années, des centaines de millions d'années, pas d'éruption, et puis ensuite, tout ça d'un coup. Alors des volcans intéressants, par exemple ceux-ci, ils font 25 km de large, 1 km de haut. Et on les appelle des pancakes parce qu'ils sont très étalés, on ne voit pas ça sur Terre. Sur Vénus, il fait tellement chaud à la surface que quand la lave elle sort, elle reste liquide pendant très longtemps et du coup ça s'étale hyper bien, comme une pâte à crêpes, d'où le surnom. Alors, on a pu aussi observer des cratères de météorites. Alors Vénus n'en a pas des masses, à cause du volcanisme, qui finit par les effacer, les éruptions générales. Sur Terre, c'est la même chose, le volcanisme efface les cratères, mais joue également chez nous l'érosion, à cause de la pluie. Alors on parle de cratères. Mercure a un nombre pas possible de cratères, et c'est normal. Le volcanisme s'est éteint très tôt au début de la planète, au début de son histoire, et du coup les cratères n'ont pas été effacés, et ils se sont accumulés au fil des milliards d'années. Et aujourd'hui, Mercure est un astre mort, où il ne se passe plus grand-chose, et où rien ne change. Il y a juste les cratères qui s'accumulent. Alors justement, c'est l'occasion de remonter l'histoire, de raconter l'histoire de ces deux planètes, en comparant avec la Terre et Mars. Donc ça, c'est aujourd'hui. Des planètes radicalement différentes. On revient au début. Quand le système solaire est né, il y a 4,5 milliards d'années. Donc c'était des boules de magma en fusion. Très vite, elles se refroidissent, se durcissent. Alors, toutes se pourvoient d'une atmosphère. La Terre et Mars arrivent à obtenir des océans. Alors Mercure, on ne sait pas trop. C'est la Lune des océans. Ça paraît très logique, mais bon, on n'a pas de preuve. Mercure, pas d'océan, trop près du Soleil, il fait trop chaud. Ensuite, ces planètes évoluent. Alors Mercure, elle perd son atmosphère. Le volcanisme s'arrête très vite. Donc elle devient morte, sans atmosphère. Mars perd une grosse partie de son atmosphère. L'eau va s'évaporer dans l'espace et ça devient une planète froide et sèche.
Vénus, elle, va voir son atmosphère s'épaissir, se remplir de CO2 et donc devenir brûlante. Et tant qu'à la Terre, elle s'est maintenue pour devenir le paradis que l'on connaît aujourd'hui. Alors on va revenir en détail sur ces deux-là. Alors, une question. Pourquoi Mercure est morte très vite? Sur le plan du volcanisme, tout comme Mars d'ailleurs. Pourquoi ces deux-là ont gardé un manteau liquide avec du volcanisme? Et bien, la taille, ça compte. Les petites planètes comme Mars ou Mercure se refroidissent beaucoup plus vite que les grosses planètes rocheuses comme Vénus ou la Terre. Donc Mercure et Mars se sont refroidis très vite. Donc leur noyau qui était liquide au début est devenu dur. Le manteau est devenu plus froid, donc plus de volcanisme. Vénus et la Terre, ça se refroidit bien plus lentement, donc on arrive à conserver un noyau liquide et du volcanisme pendant des milliards d'années. Plusieurs milliards d'années. Alors ça, c'est un impact. Par exemple, Mercure, on revient au début, son noyau était liquide. Et du coup, vu qu'il était liquide, il émettait un champ magnétique, comme sur Terre, et ça, c'est important car ça protège l'atmosphère du vent solaire. Le vent solaire, ce sont des particules assez puissantes qui peuvent arracher l'atmosphère. Alors Mercure s'est refroidi très rapidement, donc le noyau est devenu dur. En devenant dur, est-ce que ça marche? Voilà, en devenant dur, en se refroidissant, le champ magnétique disparaît. Du coup, les vents solaires ont pu arracher l'atmosphère. Donc la planète s'est retrouvée à nu. Et plus de volcanisme. Alors, il y a 3,8 milliards d'années, a lieu le grand bombardement tardif des comètes qui viennent percuter les planètes en grande quantité. Donc là, Mercure va se recouvrir de cratères et il ne va pas y avoir de volcanisme pour les effacer. Alors Vénus, c'est différent. Donc après le grand bombardement tardif, eh bien, tous ces cratères vont finir par être effacés par les éruptions volcaniques. Les éruptions, les volcans apparaissent, et le magma efface tout ça. Alors ensuite, la formation de Vénus se poursuivant, les volcans évacuent la vapeur d'eau, les comètes en ont apporté aussi de l'eau, et donc Vénus, ce serait pourvu d'océans au début. On pense, mais c'est pas sûr du tout, on n'en a aucune preuve, et au début il faisait pas trop chaud, 29 degrés en moyenne. Alors ça reste un mystère, l'histoire des océans de Vénus. Aujourd'hui, on trouve pas mal de vapeur d'eau dans son atmosphère, mais est-ce qu'ils sont les restes d'un océan qui était en surface? On ne sait pas. Après, ça paraîtrait logique qu'elle ait eu des océans. Et si elle en a eu, est-ce que la vie a eu le temps d'apparaître? Alors ça aussi, c'est encore un mystère dans le mystère. Alors, qu'il y ait eu de l'eau ou pas, quoi qu'il en soit, les éruptions générales vont se succéder au cours des milliards d'années, et ces volcans vont rajouter du CO2 dans l'atmosphère, et du coup l'atmosphère va devenir de plus en plus chaude, et s'il y a des océans, eh bien ils se sont évaporés. Et voilà comment Vénus est devenue l'enfer qu'on connaît. Et voilà pourquoi il ne peut plus y avoir d'eau à la surface. Alors le champ magnétique, Vénus en a un, puisque le noyau est liquide, mais il est très faible. Comment ça se fait alors que le noyau est liquide? Pour que le noyau liquide fasse un bon champ magnétique, il faut aussi que ce liquide soit en mouvement. Ce qui le met en mouvement sur Terre, c'est la rotation rapide. Or, Vénus tourne très lentement sur elle-même, donc l'effet dynamo est très faible, et donc on a un aimant pas très puissant. Alors, une question. Pourquoi Vénus tourne sur elle-même à l'envers? C'est vrai que si on regarde les autres planètes, elles tournent toutes dans le bon sens, j'ai envie de dire. Bon, Uranus, c'est une autre exception. Ce qui est intéressant quand on regarde le système solaire, c'est que tout tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La rotation des planètes, mais aussi les lunes autour des planètes, et les planètes autour du Soleil. Tout tourne dans le sens anti-horaire, à part à quelques exceptions. Alors pourquoi Vénus? Ce n'est pas le cas. Alors il y a deux hypothèses. Première hypothèse, au début, elle tournait dans le bon sens, mais une autre planète en formation l'a percutée et a dévié son sens de rotation. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, Vénus, qui a une atmosphère très lourde et qui tourne autour de la planète, sous l'effet des frottements, aurait inversé sa rotation. Alors ça, ce sont deux hypothèses. Il y en a peut-être une troisième dont on n'arrive pas encore à dessiner les contours. Ça, ce sont les deux qu'on privilégie. Mais on n'a pas de preuves pour les départager. Pour l'instant, ça reste des suppositions.
Alors, là on a vu les conditions infernales à la surface, du coup, la question, une vie impossible? Alors regardons, donc Mercure et Vénus, est-ce qu'on peut y trouver de l'eau? Alors, vu les conditions qui y règnent, au vu de la chaleur, et d'ailleurs Vénus a beau être plus éloigné, il fait encore plus chaud à cause de l'effet de serre, ici l'eau, on ne peut espérer la trouver que sous forme de vapeur. Du moins, en grattant mieux, ça peut se faire autrement. Allons dans les nuages de Vénus, donc ici, il faut savoir que les nuages, 20% des nuages sont faits d'eau. Ce sont des gouttelettes d'eau. Et d'ailleurs, récemment, il y a quelques années, on a détecté de la phosphine dans les nuages. Et ça, c'est très intéressant parce que la phosphine, sur Terre, est réputée pour être produite par les êtres vivants. Donc si ça se prouve, elle est le résultat de bactéries qui vivent dans les nuages. Alors c'est vrai que sur Terre, on a du mal à imaginer autre chose que la vie pouvant produire ça, mais ça pourrait bien être un processus géologique dans le sol, ou ailleurs, qui produit cette phosphine. Donc ce n'est pas une preuve qu'il puisse y avoir de la vie sur Vénus. Si on veut le vérifier, il faudrait envoyer un ballon-sonde pour sonder ces nuages et voir si c'est le cas. Mais quoi qu'il en soit, les scientifiques ne sont pas optimistes là-dessus. C'est un petit indice. Alors Mercure, alors certes il fait très chaud, mais est-ce qu'on peut trouver de la vie? Trouver de l'eau, je ne sais pas. Rappelons que son axe de rotation est très peu incliné, donc ça veut dire qu'au niveau des pôles, il y a des cratères où il ne fait jamais jour au fond, et où il ne fait jamais chaud, il fait toujours froid. Et en fait, on a détecté des cratères où dans les zones ombragées, il y a de la glace d'eau. Alors je dis de la glace d'eau, il ne faut pas imaginer des calottes de glace comme sur Mars, c'est plutôt de la glace mélangée avec de la roche. Donc pas des glaciers qui pourraient cacher un lac souterrain. Ça paraît pas possible. Donc, vu que c'est de la glace mélangée à de la roche, comme sur la Lune, on a trouvé la même chose, de la vie sur Mercure, là, pour le coup, ça paraît vraiment impossible. On l'a vu la forme des cratères. Dans la forme des cratères, ça n'évoque pas forcément la présence d'un parc à thème sur Disney. Voilà, pour ceux qui l'ont vu. Alors, 2 planètes au mouvement étrange. Ah, ça, c'est un chapitre intéressant. Alors, on va d'abord faire un rappel. Donc, Mercure tombe sur elle-même en 2 mois, Vénus en 8 mois. Donc ça, c'est le temps de rotation qu'on appelle le jour sidéral. À ne pas confondre avec ce qu'on appelle le jour solaire, qu'on peut appeler vulgairement la journée. Alors c'est vrai que de manière intuitive, on se dit, mais rotation, journée, c'est la même chose, ça dure le même temps. Eh ben non, en fait. Si on regarde bien, sur Mercure, une journée dure 6 mois, donc c'est le temps qui sépare 2 levées de soleil, et sur Mercure, ça dure 4 mois. Vous voyez, c'est pas du tout raccord, là c'est moins, là c'est plus. Ça paraît bizarre, ça. En fait, ça s'explique. Il faut savoir que le mouvement du soleil dans le ciel d'une planète n'est pas que le résultat de la rotation, mais aussi de la révolution autour du soleil. Ça aussi, ça a un effet sur le mouvement. Alors, pour bien comprendre comment ça agit sur le mouvement du soleil, dans le ciel, regardons le cas de la Terre. Donc la Terre, une journée ça dure 24 heures, ça on le sait, mais le temps de rotation c'est 23 heures et 56 minutes. Alors expliquons la différence. Donc la Terre, là ici on est au zénith, quand il est midi pile, à l'heure universelle, enfin à l'heure solaire. Donc la Terre, elle tourne sur elle-même, rotation en 23 heures 56 minutes. Mais il faut savoir que la Terre, pendant qu'elle tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, elle se déplace. Résultat, pendant son temps de rotation, lorsqu'elle retrouve sa même position par rapport à avant, vous voyez le Soleil, il est ici maintenant, il n'est plus au même endroit. Du coup, il faut attendre 4 minutes supplémentaires pour retrouver la même position. Donc 4 minutes plus 56, 24 heures. Voilà ce qui explique cette différence entre ces 2 paramètres. Donc du coup, si on regarde Mercure, elle fait un tour sur elle-même en 2 mois, j'arrondis. Du coup, où est-ce qu'elle va se trouver au bout de 2 mois sur son orbite? Elle va se trouver ici. Donc là, au bout de 2 mois, elle aura juste eu le temps de faire un tiers de tour sur elle-même. Au final, enfin un tiers de tour, le Soleil aura eu le temps de faire un tiers de tour dans le ciel. Si on veut un tour de Soleil complet,
dans le ciel, il faut que Mercure fasse 2 tours du Soleil et 3 tours sur elle-même, pour que le Soleil fasse un cycle complet. C'est assez déroutant, mais vous voyez, ça s'explique. Voilà pourquoi il faut 6 mois. Alors Vénus, c'est autre chose, mais dans l'autre sens, vu qu'elle tourne en sens inverse. Donc on rappelle, 8 mois pour faire un tour sur elle-même. Alors, voyons où elle se trouve au bout de 2 mois. Et là, je schématise. Donc au bout de 2 mois, elle a fait un quart de tour sur elle-même, mais le Soleil dans le ciel, lui, il a fait carrément un demi-tour. On est passé du jour total à la nuit complète. Et si on avance encore, donc là, au bout de 4 mois, eh bien, au bout de 4 mois, Vénus n'a fait qu'un demi-tour, mais le Soleil, lui, a fait un tour complet. Donc voilà pourquoi ça explique, voilà pourquoi on a cette marche bizarre autour de Mercure et de Vénus. Cette marche bizarre du Soleil dans le ciel. C'était assez clair, ça? Ouais. Qu'on n'a pas l'habitude, hein, c'est pas très intuitif. Alors, l'excentricité de l'orbite. Ah oui, tout à l'heure, quand je vous montrais les orbites des planètes, c'était pas une erreur de ma part de les avoir faites pas en forme de cercle et mal centrées. En fait, en vrai, c'est comme ça. Les orbites ne sont pas centrées ni parfaitement circulaires. Alors ça, voilà, c'est jamais parfait. Donc vous avez ce qu'on appelle, les orbites ont une forme d'ellipse, donc c'est pas un cercle parfait. Et en général, le Soleil n'est pas au centre. Il est plutôt décalé, c'est ce qu'on appelle le foyer. Donc la planète, elle tourne autour de ça, sur une ellipse. Alors on appelle ça l'excentricité. Ça va de 0, donc 0 c'est le cercle parfait, jusqu'à 1. Donc 1, c'est quand l'excentricité est tellement forte que l'orbite de la planète passe à l'intérieur de l'étoile. Donc ça c'est impossible. Ou alors on fait qu'un tour. Et là c'est plutôt improbable, 0. Donc là vous voyez, l'excentricité des différentes planètes, on voit que c'est plutôt faible. Il n'y a que Mars et surtout Mercure qui ont une forte excentricité. D'ailleurs, on regarde la Terre et Vénus vues d'au-dessus, vues d'ici, ça a quand même l'air d'un cercle parfait. Par contre, Mercure, on voit que c'est mal centré, Mars aussi, plutôt décalé. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'inclinaison de l'orbite. Vous voyez, c'est incliné par rapport à nous, ou nous sommes inclinés par rapport à elle, ça marche dans les deux sens. Donc là, on regarde en détail. Alors, la Terre, c'est 0, c'est normal, on est la référence. Les plus inclinés sur leur orbite, c'est Mercure, 7 degrés, c'est pas mal. Vénus, 3,4. Alors, cette inclinaison, elle explique pourquoi, lors des transits, eh bien, on ne voit pas ces mini-éclipses. Soit ça passe au-dessus ou en dessous. Donc, il faut qu'il y ait un bon alignement pour assister à un transit. C'est pour ça que c'est plutôt rare. Il faut que les deux orbites soient alignées. Il faut que ça se passe là où elles se croisent. Donc ici, ça se produit. Là, ici, ça ne peut pas se produire. Alors, l'excentricité de l'orbite, ça a un impact sur la vitesse de révolution. Plus on est loin, plus on va lentement, plus on est près et plus on va vite. Voilà, là, en rouge plus clair, on va dire que c'est la zone où on accélère. Ben, figurez-vous que ça a un impact sur le mouvement du Soleil dans le ciel. Alors ici, dans la zone rouge foncé, le Soleil se déplace dans le bon sens dans le ciel, mais ici, vu que la vitesse accélère, et ben cela a une influence sur le mouvement du Soleil dans le ciel. En fait, ici, dans cette zone, le Soleil va partir en sens inverse, vu qu'elle accélère. Du coup, eh bien, vu du sol, à certains endroits, à certains moments, on peut voir le Soleil se lever, puis se recoucher, parce que là, on accélère sur l'orbite, et puis enfin, finalement, se lever pour de bon. Ça rappelle les lundis matins. On essaie de se lever. Voilà, si vous voulez, je vous le repasse pour la peine. Voilà. Soleil qui se lève, mais on accélère sur l'orbite, donc il se recouche, et puis il finit par se lever. Ça, c'est un cas unique dans le système solaire. Voir de lever de soleil dans la journée. Ça n'a pas d'effet sur la montre, je vous rassure, l'aiguille ne part pas en arrière. Alors, on va partir sur autre chose, un truc assez intéressant, le mystère de la planète Vulcain. Donc, Urbain Le Verrier, un astronome français assez bien connu pour ses découvertes, lui, il a essayé de découvrir cette fameuse planète qui se trouvait entre le Soleil et Mercure. Donc à l'époque, on soupçonnait l'existence d'une 9e planète dans cette zone. Alors, pourquoi Urbain Le Verrier a essayé de trouver cette planète? Qu'est-ce qui lui a mis cette idée en tête? Alors pour rappel, en 1781, Herschel découvre Uranus grâce au télescope.
En 1846, Le Verrier fait mieux. Il découvre Neptune grâce aux mathématiques. Comment? Il a observé Uranus et il a vu que sur son orbite, il y a quelque chose qui l'accélère et la ralentit. Alors, grâce aux lois de Newton, il a pu chercher ce que c'était. Et il en a déduit que ça devait être une planète située derrière, qui était responsable de ça. Donc pour lui, ça trahissait la présence d'une 8e planète. Et Le Verrier, à partir des observations d'Uranus, va déterminer ce que doit être la position de Neptune dans le ciel, sa taille, sa masse. Donc, Le Verrier, il va rédiger une note, il va envoyer ça à un astronome allemand qui dit « Un soir, à telle heure, à tel endroit, tu devrais trouver cette planète. » Et il l'a trouvée. Donc, Neptune a été trouvé ainsi, grâce aux mathématiques, et pas en cherchant au télescope, même s'il a fallu un télescope pour confirmer son existence. Eh bien, figurez-vous que Le Verrier va observer la même anomalie sur Mercure. Il y a quelque chose qui l'accélère et qui la ralentit. Alors pour Le Verrier, les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc forcément, il y a une planète plus proche. Et Le Verrier va même essayer de la caractériser avant de la voir. Donc elle fera un diamètre de 2000 km, c'est petit, se trouve à 21 millions de kilomètres du Soleil, et on fait le tour en 19 jours. C'est court. Alors bien sûr, on imagine un monde infernal, 400 degrés de température moyenne, 1100 degrés le jour, moins 60 la nuit. Enfin, ça dépend combien de temps dure la nuit. Donc un monde assez infernal, d'où le nom de Vulcain. Vulcain qui est un dieu romain des volcans, de la forge et des forgerons. Alors, il va essayer de la trouver, mais il ne va jamais réussir à l'observer. Et du coup, et en fait c'est normal, elle n'existe pas, la grande question, c'est pourquoi il y a cette anomalie? La réponse, on va la voir en 1915, grâce à la relativité générale d'Einstein. Alors, cette relativité, elle explique que les objets ayant une masse, tous les objets ayant une masse, génèrent une gravité. Cette gravité, en fait, est une déformation de l'espace-temps. On étire l'espace et on étire le temps. De la même manière, le Soleil, il étire l'espace et le temps. Donc le temps, plus on se rapproche du Soleil, et plus le temps est étiré. Et donc en fait, c'est cet étirement de l'espace-temps qui explique les anomalies de Mercure. Donc 1915, grâce à Einstein, on a pu expliquer les étranges mouvements de Mercure, et par jeu de miroir, ces mouvements de Mercure ont été la première démonstration, la première validation des théories d'Einstein. Donc ça a marché dans les deux sens. Donc au final, pas de planète Vulcain. Alors là, on entame le dernier chapitre, l'exploration de 1962 à aujourd'hui. Alors, je ne vais pas aborder toutes les sondes qui sont allées vers Vénus, je vais m'intéresser qu'à celles qui ont fonctionné, qui ont eu du succès. Tous les échecs, on ne va pas les aborder parce que ça ferait une liste longue comme ça, et puis, oui, c'est rouge qui tache soviétique. C'est les soviétiques qui ont envoyé beaucoup de sondes et pas mal se sont plantés. Alors, commençons. Donc, Vénus a été une des premières planètes qui a été visée vu qu'elle est très proche, facile d'accès. Donc, 62, Mariner 2, américaine, premier survol. Deuxième survol 65, Mariner 5. Alors là, on fait des premières mesures concernant l'atmosphère, quelques photos, etc. Pour l'instant, on effleure juste la surface. On a encore du mal à deviner les caractéristiques de la surface. Mais on a déjà une certaine idée de la température qui peut y régner. On se dit, vu les mesures qu'on reçoit, il a l'air de faire très chaud, mais sans certitude. Alors, 67, les soviétiques envoient Venera 4 traverser l'atmosphère de Vénus. C'est la première fois qu'on traverse l'atmosphère d'une autre planète. Donc cette sonde, après la surchauffe, elle ouvre un grand parachute et descend à l'atmosphère pour faire des analyses. Alors là, grosse surprise pour les soviétiques, l'atmosphère a se révélé bien plus dense que prévu. On pensait que c'était 10 fois plus lourd que sur Terre, et en fait, nous, c'est beaucoup plus lourd. Et à cause de la pression qui augmente, eh bien, en s'enfonçant, il va arriver un moment où la sonde va finir écrasée par la pression. Elle n'était pas conçue pour une telle pression. Alors, malgré tout, elle aura eu le temps d'envoyer des informations, et en particulier, elle a fait une estimation de la température au sol de 500 degrés à l'époque. À ce moment-là, on comprend que là-dessous, il n'y a pas de belle jungle tropicale, grouillante d'animaux. Non, ça, c'est foutu. Ça s'annonce être l'enfer. 74, Mariner 10,
Alors, elle survole Vénus, mais elle, sa destination, c'est Mercure. Mais elle en profite pour faire quelques photos en ultraviolet qui révèlent les détails de l'atmosphère. Ça, c'est une des images les plus populaires de Vénus, faite à l'époque. Alors là, direction, on fait une assistance gravitationnelle et direction Mercure. Arrivée sur Mercure, 74 il me semble, et elle va faire 3 survols en tout. Elle ne va pas réussir à se mettre en orbite, c'est compliqué. Mais grâce à elle, on a enfin les premières images détaillées de la surface de Mercure. Bon, et ça révèle pour l'instant rien de palpitant, c'est comme la Lune, plein de cratères, tout gris et sombre. Alors, 78, les sondes Pioneer, donc on envoie 4 capsules traverser l'atmosphère de Vénus pour faire des relevés, composition de l'air, température. Alors ensuite, 75, là, les soviétiques font très fort, c'est la première fois qu'on envoie un engin se poser sur une autre planète, je ne compte pas la Lune. Donc là, ils ont envoyé les sondes Venera 9 et 10 se poser, alors conçus comme des mini-sous-marins, blindés pour résister à la pression, et qui ont pu nous offrir les premières photos de la surface de notre planète. Bon, c'est pas terrible pour l'instant. Alors, à cause de la pression et de la chaleur, elles n'ont résisté que quelques heures. Et la question qui se pose, c'est dans quel état elles sont aujourd'hui. On ne sait pas si c'est reluisant, avec la température, la pression, l'acidité. Alors, les soviétiques vont recommencer en 82, Venera 13 et 14. Alors là, on va avoir des images de meilleure qualité. Et en couleur. Donc là, ça c'est une photo de Venera 14, ça, Venera 13. Donc on voit à quel point la surface a l'air hospitalière. Alors oui, je précise un truc. Ces sondes n'étaient pas équipées de parachute. En fait, pour ralentir, vu que en arrivant au niveau du sol, l'air est très très dense, cette espèce de chapeau suffit pour freiner la sonde et arriver au niveau du sol relativement en douceur. Donc pas besoin de parachute pour arriver jusqu'au sol. C'est plutôt pratique. Alors, 83, d'autres sondes soviétiques, Venera 15 et 16, donc elles vont utiliser des radars pour qu'on puisse enfin voir ce qu'il y a à travers les nuages. Et donc voir les premiers reliefs. Cependant, le gros travail de cartographie va être fait par la sonde Magellan entre 90 et 94. Donc elle va balayer toute la surface de Vénus et nous offrir son premier atlas. Donc cette carte que je vous ai montrée tout à l'heure, on les doit à Magellan. Et ça tient compte aussi du relief. Alors des cartes pas très détaillées. Un pixel correspond à 150 mètres de large. C'est pas très gros, mais c'est quand même suffisant pour caractériser la surface. Alors à partir de ça, on a pu faire des reconstitutions 3D du sol. Et qu'on a colorisé, au départ c'était en noir et blanc, on colorise dans les tons qu'on imagine correspondre à la surface. Donc là le fameux volcan. Ou encore d'autres reliefs. Ou les cratères. Et il faut savoir qu'aujourd'hui les connaissances qu'on a de Vénus, on les tient de cet atlas. Depuis, il n'y a pas d'autres atlas, d'autres missions qui ont pu renouveler les données qu'on a sur Vénus. Donc pour l'instant, la cartographie, elle s'en tient à ça, à ce qu'on a eu dans les années 90. Alors, Mercure, elle va attendre plus de 30 ans pour voir une deuxième sonde la survoler. Donc en 2008, Messenger, qui n'a pas été envoyé pour envoyer des messages sur une application privée, non, ça c'est pour étudier un peu plus la surface. Alors là, on a fait une nouvelle découverte. En particulier, les cratères polaires, où se cache à l'intérieur de la glace d'eau, sous forme de traces. Donc pas mal de belles découvertes. On soupçonne aussi un volcanisme relativement récent dans certains endroits de Mercure. Ça reste à confirmer. Alors après, entre 2006 et 2014, Vénus Express, donc sonde européenne, alors elle va faire pas mal de découvertes. Elle va trouver le fameux double vortex au pôle sud, et de cyclone. Elle va aussi confirmer la présence de volcans actifs, et également confirmer la présence de foudre. Donc ça, c'est une très belle contribution européenne aux connaissances sur Vénus. On peut dire cocorico. Alors 2015, une sonde japonaise, Akatsuki, voilà, Akatsuki. Donc elle
elle devait se mettre en orbite en 2011 autour de Vénus, mais elle a loupé sa mise en orbite, donc elle a attendu 5 ans pour finalement réussir. Ils ont échappé à l'échec. C'est pour ça que j'ai voulu la citer, c'était assez intéressant ça. Alors, une mission bien plus récente en date, Bepi Colombo, qui a fait récemment un survol de Mercure, donc lancé en 2021. Alors, à l'heure où je vous parle, elle a déjà fait 5 survols de la planète, et elle devrait se mettre en orbite autour de Mercure d'ici novembre 2026, si je ne me trompe pas. Elle va faire un autre survol entre-temps. Donc le but de se mettre en orbite, c'est vraiment d'étudier la planète avec détail. Et faire encore plus de découvertes par rapport à avant. Alors, c'est vrai que Mercure, on n'a pas envoyé beaucoup de sondes. Est-ce que c'est parce que c'est une planète pas très intéressante? Non, la vraie explication, c'est pas ça. Le problème, c'est que c'est difficile de rejoindre Mercure. Alors pour rappel, des planètes qui tournent autour du Soleil, elles ont une vitesse de révolution. Oui, je précise, la plus difficile à rejoindre. Mercure, c'est la plus difficile à atteindre. Alors, les vitesses de révolution, la Terre, c'est plus de 100 000 km/h, Mars, 86 000, oui, Jupiter, 46 000, Saturne, 36 000. Voilà, plus on est loin, plus c'est lent. À Neptune, on a seulement 18 000. Si on se rapproche, on est à 126 000 pour Vénus. Et vous voyez, Mercure, 172 000, c'est énorme. Du coup, ça demande beaucoup d'énergie pour atteindre ces planètes. Par exemple, Neptune, alors parce qu'elle est très loin, quand vous envoyez une sonde depuis la Terre, alors la sonde, elle décolle, elle se met en orbite autour de la Terre, donc là on est à 28 000 km/h, et bien ensuite, pour rejoindre Neptune, il faut rajouter 31 000 km/h de vitesse supplémentaire. C'est la vitesse en plus qu'il faut pour atteindre Neptune. Et ça prend du temps à cette vitesse, hein. Un peu moins de 10 ans. Alors ensuite, Mercure. Alors Mercure, parce qu'elle a une vitesse très importante autour du Soleil par rapport à nous, vu qu'il y a une grosse différence, et bien la vitesse en plus qu'il faut à une sonde pour la rejoindre est de 42 000 km/h. Ceci explique pourquoi cette planète a été peu explorée, car c'est la plus difficile à rejoindre. D'ailleurs, juste après, je vous montre un petit graphique. Donc ça, c'est l'état des lieux en 2014 de l'exploration des planètes du système solaire. Alors vous voyez le proche voisinage, Lune, Vénus, Mars, énormément explorés, surtout pas mal de sondes soviétiques qui se sont plantées. Par contre, vous voyez que plus on va loin, plus c'est dur. Les deux dernières, elles ont été survolées que par une seule et unique sonde, la même, Voyager 2. Tant qu'à Mercure, si on compte Bepi Colombo, que 3 survols. Donc ceci explique cela. Ceci aussi explique le déficit de connaissances sur certaines planètes. Et ici, on ne sait pas grand-chose. Ça mériterait d'envoyer des sondes spécifiques. Alors, on va se tourner vers le futur. Donc les futures missions. Alors ça concerne Vénus, hein. Mercure, on ne va pas y retourner de sitôt. Donc DaVinci Plus, en 2029, sonde américaine. Donc là, ils vont envoyer un atterrisseur traverser l'atmosphère, donc pour analyser, faire des analyses de l'air, et aussi en profiter avant l'atterrissage pour prendre en photo une région de relief qui intéresse particulièrement les scientifiques. Alors une sonde européenne, Envision, qui sera lancée en 2030. Alors elle, le but c'est de faire une nouvelle carte, un nouvel atlas de Vénus, avec des images radar, beaucoup plus détaillées pour révéler de nouveaux détails, faire de nouvelles découvertes. Et Veritas, en 2031, ce sera exactement la même mission, faire un nouvel atlas détaillé. Mais elles pourront être complémentaires en mettant l'accent sur des analyses différentes, quand on fait de la spectrographie du sol, voire d'autres ingrédients. Alors, un truc dont on peut se poser la question, est-ce que c'est possible d'envoyer un rover sur Vénus, au vu des conditions? Alors, à cause de la chaleur, tout ce qui est électronique, électrique, informatique, ne tiendrait que quelques heures. Mais malgré tout, imaginons on envoie un rover, ce serait malgré tout intéressant d'envoyer un engin comme ça, et qui pourrait se reposer sur ces systèmes électriques et informatiques pour tenir quelques heures. Mais par contre, une fois grillé, comment faire pour prolonger la mission? Eh bien, on peut utiliser des systèmes mécaniques. Alors, des panneaux solaires, ça ne peut pas marcher sur Vénus, il fait trop chaud, la chaleur empêche leur fonctionnement. Par contre, on peut utiliser une éolienne. Une éolienne qui tourne, et qui au début fait marcher l'électronique, et une fois qu'il est mort, ça entraîne les mécanismes. Donc les mécanismes peuvent faire se déplacer le robot, ou faire fonctionner d'autres instruments. Alors bien sûr, pour faire de la science, il faut un ordinateur, hein, pour faire de la collecte de données, de la mémorisation, ou de l'analyse. Donc comment faire?
Et bien, certains imaginent un ordinateur mécanique fait d'engrenages, donc un ordinateur mécanique très complexe, capable de faire du relevé d'informations, de la mémorisation, donc faire de la science, quoi. C'est ce qu'ils imaginent. Alors, la grosse question, c'est, vu que là, tout ce qui est électronique est mort, comment faire pour envoyer ça vers la Terre? Parce que pour l'instant, ça reste enfermé là-dedans. Hein. Ben, la solution qu'on imagine, ça, c'est pas une antenne. Disons que là-dessous, vous avez une sorte de carte perforée, où vous avez des trous qui s'ouvrent et qui se ferment en fonction des données recueillies par le rover. Et en orbite, vous avez une sonde qui envoie une onde radio. Et l'onde radio, lorsqu'elle rebondit sur l'antenne, les petits trous présents modifient le signal et c'est reflété vers la sonde. Et en récupérant ce signal modifié, on peut comprendre ce que la sonde, ce que le rover a en mémoire. Et bien sûr, les trous se ferment, se rouvrent en fonction des informations collectées. Bon, ça c'est une idée de rover assez tordue. Est-ce que ça verra le jour? On ne sait pas. Est-ce qu'un engin comme ça a une belle capacité pour faire de l'analyse scientifique sur place? Sans doute au début quand l'informatique tient, mais après, l'intérêt est plus mesuré. Alors, une autre question, est-ce que l'exploration humaine est possible? Alors, concernant Mercure, le plus dur, c'est de s'y rendre. On l'a vu à cause de la vitesse qu'il faut rajouter au départ de la Terre. Par contre, s'y poser, c'est pas trop compliqué. La gravité est plus faible que chez nous, donc on peut s'y poser avec les mêmes moyens que sur la Lune. Par contre, il faut faire attention, c'est une planète très exposée au Soleil, donc plutôt se poser dans les zones de pénombre, pour pas cuire. Mais sinon, pour les humains, ça ne serait pas inhabitable. Après, qu'est-ce qu'on irait faire là-bas? Alors ça, question. Bon, l'avantage des cratères près des pôles, c'est qu'il y a de la glace d'eau, ça pourrait servir à ça. Est-ce que ça serait un but en soi? Ça, c'est une question. Alors, l'exploration de Vénus, l'exploration humaine, est-ce que ça aussi c'est possible? Et figurez-vous qu'on y a pensé très sérieusement durant le programme Apollo. Les ingénieurs avaient pour projet d'envoyer une mission Apollo survoler Vénus. Donc avec une Saturne V qui aurait envoyé cette partie-là. Donc un troisième étage transformé en station spatiale pour habiter dedans. Et donc le module Apollo fixé dessus. Donc ils auraient fait le voyage avec ça. Ils seraient partis en 1974, départ de la Terre, seulement 4 mois pour atteindre Vénus. Bon là c'est un simple survol, hors de question de se poser dessus. Par contre, une fois le survol fait, alors là, il faut attendre 9 mois pour retourner vers la Terre. Ce qui fait un voyage total de 13 mois. C'est extrêmement long, et pour l'époque, où les voyages les plus longs qu'on faisait dans l'espace duraient 2 semaines, c'était pas sérieux de se lancer dans une telle aventure. Alors, il aurait fallu avant s'entraîner avec des stations spatiales en orbite. Mais bon, il n'y avait pas ça sous la main, donc au final, ça s'est pas fait, et heureusement, car c'était quand même très hasardeux de se lancer dans un tel voyage. Je ne sais même pas si aujourd'hui on oserait, avec les techniques actuelles, se lancer comme ça du jour au lendemain dans une telle mission. Donc ça s'est pas fait. Alors, marcher sur Vénus, est-ce que c'est impossible? Alors, envoyer des humains sur Vénus, bon, la surface, les conditions, elles sont complètement inhospitalières, mais rappelez-vous, au niveau des nuages, à 50 km d'altitude, ça va plutôt bien. Même pression que sur Terre, 70 degrés, donc à cette température, la clim, ça peut fonctionner, hein, pas au niveau du sol, il fait trop chaud. Donc ici, c'est plutôt accueillant. Donc on peut imaginer une sorte de station suspendue à un gros ballon rempli de gaz léger pour flotter. Donc une station qui vole dans l'atmosphère de Vénus et qui se laisse porter par le vent, qui donc fait le tour de Vénus en 5 jours. Alors la question, c'est comment rejoindre ces deux stations? Déjà, il faut rejoindre Vénus. Donc, vous avez un vaisseau interplanétaire hein, qui fait la liaison entre les deux planètes. Pour rejoindre la surface, une navette, qui se fixe ici, rejoint la base atmosphérique. Et est-ce qu'il est possible de rejoindre la surface? Eh bien, techniquement, on peut l'imaginer, mais avec un atterrisseur bien particulier. Il faut rappeler qu'il fait extrêmement chaud et que la pression est la même que dans les océans à 1 km de profondeur. Donc il faut un engin qui soit mi-fusée, mi-sous-marin et remis-fusée derrière. Donc un engin blindé à mi-chemin entre le sous-marin et la fusée, quoi. Alors avec la chaleur, la clim ça ne peut pas marcher ici, il fait trop chaud. Donc pour tenir, on peut imaginer utiliser une réserve d'azote liquide à moins 180 pour tenir quelques heures à la surface. C'est ce qu'on peut imaginer. Et marcher
sur Vénus. Est-ce que ça serait techniquement imaginable? La réponse est oui, en utilisant des scaphandres atmosphériques. Donc ça, bien sûr, ça protège de la pression pour éviter d'être écrasé. Ça existe pour de vrai. On en a testé sur Terre dans les océans à 600 mètres de profondeur, donc des conditions de pression proches de la Terre. Alors après, sur Vénus, il fait très chaud, donc il faut pouvoir tenir. Donc là, pareil, on peut imaginer résister en exploitant une réserve d'azote liquide, mais on pourrait tenir quoi? Une dizaine de minutes? Dur à dire. Le plus gros problème avec ces engins, c'est qu'ils sont très lourds. Au moins, une centaine de kilos. Et vu que sur Vénus, la gravité est proche de celle de la Terre, c'est impossible de se mouvoir avec un engin comme ça. La solution, c'est de rajouter une sorte de conduite assistée, en gros, robotiser ces combinaisons avec des capteurs qui suivent les mouvements des astronautes. C'est une sorte de robot qui suit vos mouvements que vous faites à l'intérieur. Ça permettrait aux astronautes de supporter leur poids, si ce n'est ne pas le supporter du tout. Une sorte de combinaison d'Iron Man, quoi. Alors après, tout ce que je vous montre là, c'est techniquement imaginable. Est-ce que c'est envisageable de lancer une telle expédition vers Vénus? A priori, d'ici la fin de ce siècle, ça ne paraît pas envisageable, techniquement. Surtout par rapport au retour scientifique qu'il y aurait. Quoique aussi, ça pouvait être le moyen de découvrir s'il y a eu des océans sur Vénus, et pourquoi pas de la vie, peut-être, mais ça, en l'état aujourd'hui, c'est juste de la science-fiction. Pour l'instant, on peut imaginer la solution technique, mais la mettre en œuvre, ça, c'est un problème bien infiniment plus difficile que d'aller sur Mars. Enfin, quoi qu'il en soit, bien que Mercure et Vénus soient des mondes chauds et stériles, ils en demeurent pas moins des mondes fascinants sur lesquels, des mondes fascinants qui mériteraient d'être davantage explorés en fait. Et c'est là-dessus que je conclurai. Je vous remercie. Alors, ça a chauffé, je bois un coup. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, j'ai une question. Nina. Quand t'as dit que t'avais vu Vénus en plein jour, mais c'était à quelle heure à peu près? Vers midi, toute la journée. Ah ouais. Elle était visible. Grâce à un air extrêmement pur. C'est dans les Alpes, dans le Queyras, il y a un des airs les plus purs d'Europe en altitude, là, donc c'est parfait pour voir Vénus en plein jour. Il n'y avait même pas de nuages devant le soleil? Non, non, rien, c'était un ciel pur, dégagé, et on voyait Vénus, comme je te l'ai montré sur la photo. Je t'avoue que j'ai mis plusieurs minutes pour arriver à la repérer avec mon œil. Mais une fois que je l'avais repérée, oui, c'était flagrant, quoi. Peut-être un petit truc à voir dans sa vie, qu'on est passionné d'astronomie, j'imagine. Nina? C'était quoi les lettres bizarres qu'il y avait à côté des planètes, là? Ah, ce sont les symboles astrologiques des planètes, tout simplement. Ah, okay. Voilà. Vu que j'ai fait référence à l'Antiquité, puis je trouvais ça plus joli. Je fais une remarque motivante pour les orionautes qui sont là, qui ont investi dans du matériel, notamment de super jumelles, etc. L'observation de Vénus vue du BETS ou de votre jardin, avec une lunette ou même des jumelles, est intéressante parce qu'elle est esthétique, parce que ce que tu as très bien expliqué sur le cône, les deux positions, on peut la voir, c'est-à-dire levant ou couchant. Donc quand elle est au couchant, elle est en premier quartier, et quand elle est au levant, elle est en dernier quartier. On ne la verra jamais en entier, Vénus. Donc c'est très esthétique de voir un quartier de lune, un quartier de Vénus. Parce que si vous voyez la pleine Vénus, c'est qu'elle est derrière le Soleil, donc c'est pas possible. Donc c'est une remarque intéressante, c'est pour ça que j'avais fait une alerte, mais on n'a pas pu, la météo était pourrie. Mais il y avait une conjonction Lune et Vénus, et les deux étaient en quartier, c'était très esthétique ça. Et si vous observez Vénus, c'est assez magique, parce qu'on la voit en quartier, c'est très chouette, quoi. Ouais, c'est esthétique. Oui, elle est en quartier en ce moment. Ouais. Alors depuis nos télescopes, chez nous, c'est le seul spectacle qu'elle donne à voir en fait, parce que vu qu'il n'y a rien à voir au niveau de la surface. Sur Vénus, on ne peut pas voir un fin quartier comme la Lune. Un fin quartier? Si. Si. Un fin croissant, tu veux dire. Fin croissant. Alors un fin croissant, on ne peut pas la voir en nouvelle Vénus, par contre, parce qu'à ce moment-là, elle passe devant le Soleil, ou alors il faut avoir une occultation. Ça va être difficile de voir un premier croissant. Parce que pourquoi on la voit bien, c'est parce que... Ah non, on arrive à la voir en croissant, bon, faut pas qu'il soit trop prononcé, mais ça se fait. Ah non bon? C'est ça.
Et là, quand elle est en plein milieu du quartier, elle est ce qu'on appelle en quadrature. C'est-à-dire que c'est un angle Terre-Vénus 90 degrés. Donc elle est au plus éloigné, là. Le plus au bord possible. Donc, on la voit assez tard le Si elle est en soir. croissant, elle est un peu plus près par là, ça va être faisable. Mais à un moment donné, tu as le soleil, quoi. C'est juste à ras de l'horizon. Ouais, tu as vraiment une petite zone, quoi. Il faut être un peu en altitude, ouais, parce que il faut être bien dégagé. Quoi.